Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Il y a pas mal de choses à dire aujourd'hui parce que j'ai pu bien avancer dans mes lectures. J'ai lu pas mal de choses. Après, ce sont des livres qui étaient déjà en cours. Il y a des nouveaux livres que j'ai terminés et il y a également des livres mais qui se lisent assez vite, disons. Donc je vais vous présenter tout cela. Je commence par celui-ci, Le Magicien Quantique de Derek Kunsken aux éditions Le Livre de Poche. C'était une de mes lectures déjà en cours, je vous l'avais déjà montré dans les vidéos précédentes. J'ai pu à présent le terminer. On va suivre le personnage de Belisarius, qui est un homme quantique. Donc c'est un homme qui a été modifié par ses pairs pour pousser vraiment à un niveau très élevé ses capacités. Il a trouvé un certain équilibre dans sa vie en devenant un escroc assez célèbre. Et un jour, on va lui demander de faire passer une flotte de vaisseaux de guerre à travers un trou de verre. Mais ce trou de verre, c'est un trou de verre ennemi. Donc la situation est extrêmement dangereuse et on lui propose de réaliser cet exploit. Évidemment, en contrepartie, il y aura des richesses à la clé et le personnage de Belisarius va accepter cette proposition, va accepter ce deal. Il va commencer à chercher des personnes qui seront capables de l'aider. Et donc dans cet équipage qui va constituer, il y aura un peu de tout. Donc il y aura des humains, mais il y aura aussi des intelligences artificielles. Il y a des personnages qui ne sont pas tout à fait humains. C'est assez varié à ce niveau-là, mais ce sont des personnes qui ont toutes leurs propres capacités, aptitudes, et donc ils vont tous prendre le risque de cette mission justement pour avoir les richesses à la clé. Donc dans ce livre, j'ai vu que c'était le premier tome parce qu'à la fin, on nous annonce ici apparemment la suite avec le jardin quantique. J'ai bien aimé cette lecture, ça se lit assez bien, ça se lit assez vite. Après, c'est clairement de la science-fiction, donc si vous n'êtes pas familier, si vous n'aimez pas ce style, ne commencez pas, ne vous lancez pas dans ce roman parce que je pense que ça ne va pas vous plaire. C'est assez pointu. C'est pas une lecture qu'on fait quand on est un petit peu fatigué, quand on lit d'un œil. Il faut vraiment être attentif, il faut être concentré. Donc moi j'ai bien aimé parce que c'est la science-fiction, c'est un genre que j'aime bien. J'avais vraiment envie de découvrir ce livre. Je l'avais vu passer en grand format. Je ne savais pas qu'il était sorti en format poche. Et comme on me l'a offert, gentiment offert pour mon anniversaire, j'avais hâte de le commencer. Après je ne savais pas que c'était le premier tome, que le second tome allait arriver. Je pensais que c'était un one-shot, mais bon, ce n'est pas grave, hein. À ce niveau-là, je lirai le second un peu plus tard pour poursuivre les aventures. Mais j'ai vraiment bien aimé cette lecture, même si c'est une lecture qui n'est pas contraignante quand on aime ce style, mais voilà, qui demande de la concentration, qui demande d'être vraiment à ce qu'on fait à ce niveau-là. J'ai bien aimé l'ambiance du livre aussi, ça m'a un peu rappelé, mais bon c'est personnel, le côté Ocean's Eleven où il y a une arnaque en cours et voilà, on cherche un peu les différents membres de l'équipe qui pourraient faire affaire, qui sont eux-mêmes tous des arnaqueurs à leur niveau. Donc ça m'a un peu rappelé cette ambiance. Je passe ensuite à celui-ci qui est Skandar et le vol de la licorne. C'est écrit par A.F. Steedman et on est aux éditions Hachette. Donc c'est un livre qui me faisait envie. Je l'avais vu sur un présentoir dans un club et je n'ai pas pu résister. Je l'ai acheté tout de suite. Je l'ai lu assez vite. C'est un livre jeunesse, c'est un livre qui se lit bien, qui se lit vite. Je le trouve vraiment très beau, aussi bien au niveau de la couverture, mais à l'intérieur on a également une carte aussi qui est assez agréable. En tout cas moi j'aime bien les cartes dans le... J'aime bien les cartes dans les livres, ça permet de donner des indications pour ne pas se perdre dans la lecture. Alors, au niveau de l'histoire, on va suivre Skandar Smith, qui est un jeune garçon qui a toujours eu un rêve, un objectif, c'est d'arriver à faire éclore une licorne et pouvoir ensuite participer à une course légendaire qui est vraiment extrêmement prestigieuse et remporter cette course avec sa licorne. Et ce rêve devient réalité étant donné que à l'approche de ses, je pense qu'il a 13 ans, quelque chose comme ça, il y a un examen qui va
arriver. Et lors de cet examen, c'est de cette façon qu'on choisit, apparemment qu'on sélectionne les candidats pour faire éclore une licorne. Et donc sans entrer dans les détails, au moment où le rêve de ce personnage, donc ce garçon qui s'appelle Skandar, va devenir réalité, il se passe quelque chose dans cet univers, c'est qu'il y a un mystérieux ennemi qui vole la plus puissante des licornes actuellement. Et donc, il y a une grosse menace qui plane et on va suivre les aventures de Skandar qui va découvrir un secret qui va vraiment bousculer énormément sa vie. Donc, comme je vous l'avais dit, j'ai bien aimé cette lecture. Je l'ai lu extrêmement vite, ça se lit bien, ça se lit tout seul. C'est une lecture jeunesse, donc il faut tenir ça à l'œil parce qu'il y a certaines choses que j'avais vues venir, certains éléments que l'on sent arriver. Mais voilà, c'est aussi ce qui se passe généralement dans les livres jeunesse, mais celui-ci je l'ai trouvé vraiment bien construit, bien structuré, il se passe vraiment plein de choses, on ne s'ennuie pas du tout dans cette lecture, en tout cas moi je me suis pas ennuyée. J'ai bien aimé la thématique autour des licornes, qui est aussi différente de ce qu'on connaît des licornes ou de ce qu'on croit connaître en tout cas des licornes. Ici, elles sont abordées selon un aspect vraiment différent. J'ai trouvé ça très intéressant. Il y a aussi le côté, bon, dans le schéma du livre, on va retrouver le schéma d'un jeune garçon qui est chétif, qui n'est pas du tout populaire, qui est clairement à l'écart, dont la maman est décédée et qui a des problèmes clairement avec dans sa famille. Donc on se retrouve dans un schéma qui est assez récurrent, qu'on voit passer assez souvent dans les livres jeunesse. Mais voilà, ça ne m'a pas plus dérangé que cela, parce qu'après ça évolue, c'est vraiment bien amené. On va retrouver les thématiques importantes telles que l'amitié, telles que la différence, la loyauté, le courage, etc. Donc c'est des thèmes qu'on retrouve assez dans ce style de lecture. Donc il y a des parallèles qui sont faits. J'ai aussi retrouvé certains éléments qui m'ont fortement rappelé l'ambiance Harry Potter. Donc ça ne m'a pas dérangé, vraiment pas. Donc c'était une ambiance agréable. J'étais vraiment bien dans cette lecture. Je ne savais pas si ça allait être un tome 1 ou si c'était un one-shot. Je l'ai découvert vraiment à la fin du livre, parce que tout à la fin du livre, on voit ici, hop, à suivre, donc la suite sortira en 2023. Donc quand j'ai vu ça, j'ai un peu été rassurée, parce que c'est vrai que quand je continuais ma lecture, je trouvais qu'il y avait pas mal de choses qui arrivaient, pas mal de choses qui devaient un petit peu être développées, et j'avais un petit peu peur du coup que ça soit bâclé si c'était un seul et unique livre. Mais étant donné que c'est une suite qui va arriver, ça me semblait plus logique pour ne pas bâcler justement la fin de l'histoire. Donc j'ai été rassurée à ce niveau-là. J'attendrai la suite avec impatience l'année prochaine. Alors j'ai également lu ceci, qu'on voit un petit peu partout. Ça faisait un moment que je les ai achetés évidemment à chaque sortie. J'ai du 1 au 5 pour l'instant et le 6 va prochainement sortir, donc je vais l'acheter dès qu'il sortira. J'avais pas envie de les lire tout de suite. Je voulais un petit peu attendre justement, histoire d'en avoir en réserve, parce que je voyais bien que c'était des petits livres, que c'était des livres qui font plus ou moins 250 pages, donc que ça se lira vraiment très très vite, et j'avais envie d'avoir à chaque fois la suite sous la main. Donc ici je me suis lancée, j'ai lu un premier tome, puis je me suis décidée à lire le second, et à mon avis dans le courant de la semaine je vais entamer le troisième pour les lire ainsi de suite à la suite, et ne pas perdre de temps, parce que j'aime vraiment bien cette saga. Donc vous en avez entendu parler, mais rapidement. On se trouve ici dans une petite ville d'Alabama, qui est la ville de Perdito, et il y a une crue qui vient juste de déferler sur la ville. Donc la ville est vraiment sous eau. Et on va suivre la famille Casquet, qui est menée vraiment avec poigne par une femme qui est Marie-Laure. Donc c'est la matriarche, et elle va être entourée par notamment son fils Oscar et sa fille Sister. Et donc dans un bâtiment qui est entouré par les flots, Oscar va découvrir une mystérieuse jeune femme qui s'appelle Elinor Damert. Et son passé apparemment à cette femme est très très flou, et son objectif de toute évidence est de faire partie de la famille Casquet.
Je n'en dis pas plus, comme ça vous avez un petit peu l'idée, un petit peu le contexte de cette histoire. Donc ça va vraiment tourner autour des sagas familiales. Ça va tourner aussi un petit peu autour d'un côté fantastique. C'est une petite touche, hein, donc vous vous attendez pas à avoir un roman fantastique pur. C'est plus axé sur la saga familiale avec une petite note de fantastique qui ne déplaît pas du tout. Enfin, moi, je trouve cela très sympathique, très intrigant. Voilà ce qu'il en est pour cette lecture. Je ne vais pas vous en dévoiler davantage dans La Digue qui est le tome 2. Je vais simplement vous dire qu'on suit un petit peu plus les personnages, qu'on va en découvrir davantage sur les personnages. Donc il y a une évolution qui se fait, il y a toujours une petite note de fantastique, il y a du mystère quand même malgré tout. Donc moi j'aime vraiment beaucoup cette saga. En plus les livres, enfin ils sont juste splendides. J'avais un petit peu peur, enfin pas peur parce que j'étais sûre d'aimer cette saga, mais étant donné que je les achetais sans les lire, je me suis dit que ce serait un peu bête si je n'aimais pas mes lectures, mais juste pour la beauté des livres, je pense que ça m'aurait pas dérangé de les mettre dans une bibliothèque. Donc, mais heureusement, j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, le premier et le second tome sont lus, ça se lit tout seul, hein. Ça se lit vraiment vite, comme je vous ai dit, 250 pages, franchement, en même pas une après-midi, c'est clôturé, c'est fini. Le rythme est bien, on se retrouve dans une ambiance de petite ville d'Alabama, c'est vraiment agréable, c'est vraiment bien fait. Après, vous attendez pas à un suspense, à une intrigue de fou. C'est juste une saga familiale assez classique, je pense. J'avoue que je ne m'y connais pas encore assez bien dans les sagas familiales. J'ai commencé à en lire pas mal ces derniers temps et j'accroche bien au style, mais bon, je vais pas dire que je suis une spécialiste à ce niveau-là, loin de là. Mais voilà, je trouve que c'est un schéma classique, il se passe des choses dans cette famille, on voit les relations avec les personnages et tout. Mais voilà, je pense que ça reste dans le domaine du classique habituel, si je puis dire. Donc voilà, il y a ces deux-ci que j'ai pu lire avec grand plaisir. Je poursuivrai avec grand plaisir. Alors, j'ai également lu ces deux-ci. Est-ce que je dois vraiment les présenter? Donc on a Les Animaux Fantastiques de J.K. Rowling et on a Les Crimes de Grindelwald aussi de J.K. Rowling. Ces deux magnifiques livres édition Gallimard qui sont splendides, qui sont magnifiques. Ce sont les extraits, donc c'est le texte du film, hein, pour les deux. Donc je ne sais pas si vous avez déjà vu ce style de livre, mais ça se présente comme ceci. Donc vous voyez, on a l'extrait. On a le lieu, on a le moment de la journée et alors ce sont les textes des personnages. Donc c'est pas une histoire, c'est pas un roman à proprement parler. Ce sont deux livres que j'avais dans ma palle et que j'avais vraiment envie de lire, de découvrir. J'avais déjà vu le film Les Animaux Fantastiques que j'avais beaucoup aimé. J'ai toujours pas encore vu Les Crimes de Grindelwald, mais je vais le faire très bientôt parce que je m'étais dit que j'allais les lire, donc relire, enfin non, que j'allais lire celui-ci, puis regarder le film, du coup, re-regarder le film, et ensuite je m'étais dit que j'allais poursuivre, lire celui-ci pour pouvoir ensuite regarder, découvrir le film également. Donc c'est maintenant chose faite, j'ai pu les lire tous les deux, j'ai déjà revu le premier film, donc Les Animaux Fantastiques, et du coup, à mon avis, cette semaine, dans le courant de la semaine, je vais regarder le film Les Crimes de Grindelwald, parce que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je ne sais pas si je dois vraiment vous en parler au niveau de l'histoire, sans doute que vous avez vu les films. En tout cas, le premier sans doute avec Les Animaux Fantastiques, étant donné que le film est sorti déjà depuis un petit moment, où on va suivre le personnage de Norbert Dragono, hein, qui transporte une valise assez spéciale où il y a des animaux fantastiques, étant donné qu'il est un petit peu le secouriste des animaux. Il voyage un petit peu sur toute la planète pour sauver les animaux fantastiques qui sont en détresse. Et il va se retrouver aux États-Unis et là il va se passer plein de choses et on va rencontrer du coup le personnage de Grindelwald
nous connaissons évidemment grâce aux livres Harry Potter et tout ce qui nous est expliqué dans les livres Harry Potter, notamment sa relation avec Dumbledore. Donc c'est un peu plus axé sur ce personnage de Grindelwald. Donc moi j'ai adoré les livres. Il faut savoir évidemment quand on se lance dans la lecture que c'est le texte des films pour tous les deux, pour pas être déçu. Évidemment c'est pas un roman à proprement parler. L'intérieur des livres est aussi extrêmement beau. Dans celui-ci, on a des dessins, des illustrations comme ceci qu'on retrouve un peu partout. Voilà. Et la mise en page, elle est magnifique. Ça se lit très vite, hein. C'est des livres qui font 300 pages, mais vous voyez, c'est extrêmement aéré. C'est des échanges, ce sont des discussions, ce sont les phrases du film, hein. Donc ça se lit très vite. C'est pour ça que du coup, j'ai pu lire les deux cette semaine-ci. Je les ai enchaînés les uns à la suite de l'autre. Alors, passons maintenant à une BD. C'est une BD qui m'a été prêtée, qui est Les funérailles de Luce. C'est fait par Springer et on est aux éditions Vent d'Ouest. Donc c'est une petite BD. Je ne savais pas de quoi ça allait parler, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, donc je me suis lancée dedans comme ça sans savoir. Évidemment, je me doutais bien que ça allait tourner autour de la thématique de la mort et des funérailles, mais voilà, c'est un livre qui m'a clairement mis une claque. Je ne m'attendais pas à ça. À la fin de la lecture, j'étais un petit peu, pas choquée, mais chamboulée. Je sentais clairement qu'il s'était passé quelque chose. C'est pas possible de rester insensible, de ne pas avoir d'émotion qui se passe parce que, sans trop vous en dévoiler, on va suivre Luce, hein, Luce qui est une petite fille qui est confiée à son grand-père parce que ses parents sont partis en voyage, un truc comme ça, partis le week-end. Et elle accompagne son grand-père dans ses tâches quotidiennes, hein. Il n'y a rien de fou, c'est aller au marché, c'est prendre soin du potager. Et on voit que cette petite fille est vraiment très proche de son grand-père. Son grand-père vit dans un petit village, hein, où les gens sont là depuis apparemment très longtemps. Ce sont des personnes âgées, tout le monde se connaît. Chacun a des relations courtoises ou des petits accrochages de temps en temps. Mais voilà, c'est une petite vie assez tranquille. Et on va suivre le personnage de Luce tout le long de cette lecture. Et on va voir aussi sa rencontre avec la mort. La mort qui est personnifiée ici dans cette BD. Et donc ça va tourner tout autour du rapport à la mort à travers les yeux de cette petite fille. Au niveau du dessin, je le trouve magnifique. C'est un noir et blanc, hein, mais c'est quelque chose de fantastique. Regardez, je vous montre quelques planches. J'ai trouvé que le dessin se crayonnait tout en noir et blanc pour faire passer autant d'émotions. C'est vraiment fantastique. Ici également. Bref, tout le livre est superbement bien fait. C'est une petite BD, elle n'est pas super longue, hein. Vous voyez, elle est assez grande, enfin peut-être qu'on ne voit pas, mais franchement je trouve qu'elle est assez grande au niveau de sa taille. Je pense qu'il y en a plusieurs à la suite, il me semble, il faudra peut-être vérifier, mais voilà, j'ai vraiment adoré. C'est une superbe découverte, je suis vraiment contente d'avoir pu découvrir cette BD. Si vous connaissez, si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me le dire pour voir ce que vous en avez pensé, voir l'effet qu'elle vous a fait à vous. Mais moi j'ai trouvé ça vraiment fantastique, vraiment très juste, vraiment... allez, ça m'a vraiment touchée, tout m'a touchée dans cette BD, aussi bien au niveau du dessin qu'au niveau des émotions, au niveau du côté expression du dessin. Enfin, j'ai vraiment adoré. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais j'avoue que tout m'a plu dans cette BD. C'est pas une thématique facile, c'est pas un livre joyeux, c'est au contraire une thématique qui est très
très compliqué, très difficile. Tout est dans la tristesse au niveau de cette thématique. Mais moi, j'ai adoré me plonger dans cette BD et je suis vraiment contente. Enfin, en tout cas, elle m'a laissé quelque chose. C'est une BD dont je vais me souvenir, me rappeler sans doute toute ma vie parce que il s'est passé quelque chose au moment de sa lecture. Passons ensuite à un petit manga. J'ai continué la série L'Enfant et le Maudit. Donc ici, j'ai lu le tome 4. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois avant, donc je ne vais pas m'étaler avec celui-ci. De 1, c'est un tome 4, donc ça veut dire que au moins 3 fois, je vous en ai déjà parlé. Donc je pense que vous connaissez un petit peu le style, un petit peu l'idée. Mais donc ici, on va continuer à suivre le personnage de Shiva. La petite fille qui vit avec le professeur qui est un maudit. On va continuer un petit peu à explorer cette relation et ici dans ce 4e tome il se passe des choses dehors apparemment. Et ici on va avoir également la présence du personnage de la grand-mère de Shiva. Qui va intervenir dans ce tome-ci, mais je n'en dis pas plus. Donc on continue toujours. C'est pas que c'est... Enfin, oui et non, c'est assez lent dans le récit. Donc c'est un manga qui prend son temps. C'est une histoire qui prend son temps. Mais moi, je trouve ça assez bien. C'est pas du tout, du coup, une histoire qui est trop longue, trop lente, mais judicieusement, elle prend son temps et moi j'aime beaucoup cette ambiance, j'aime beaucoup retrouver cette histoire, suivre les aventures, suivre la vie de cette petite fille et de ce maudit et on voit qu'il va se passer des choses, évidemment, à chaque livre il se passe quelque chose, hein, donc... clairement, on ne s'ennuie pas dans cette lecture. J'y reviens régulièrement avec beaucoup de plaisir. D'ailleurs, j'hésite à démarrer déjà le tome 5. J'hésite parce que le tome 5, c'est le dernier que j'ai dans ma palle. Ça veut dire que si je finis celui-là, je n'en aurai plus sous la main, ce qui n'est pas grave, parce qu'évidemment, je peux aller m'acheter la suite. Mais voilà, ça me rassure dans un sens d'avoir toujours quelques tomes dans ma palle, histoire de savoir que si jamais l'envie me prend, je peux continuer. Donc ici, du coup, j'hésite parce que je ne vais pas aller en magasin tout de suite. Je ne suis pas sûre non plus de les trouver en magasin. En tout cas, pas les tomes que je cherche parce qu'au club près de chez moi, il est assez petit. Enfin, c'est un grand espace, mais comme il y a plein de styles de livres, l'espace manga n'est pas super grand. Donc je ne suis pas sûre qu'ils, de 1, aient L'Enfant et le Maudit à disposition, et de 2, que le tome, mais comme j'ai le tome 5, si je lis le tome 5, que le tome 6 ou le tome 7 soit dans les rayonnages. Et au club, ce qui me dérange un petit peu, c'est que si on commande le livre, ça prend quand même 2 semaines avant que ça arrive. 2 semaines, je trouve ça assez long. Enfin, tout est relatif, hein, mais voilà, je trouve ça assez long pour un livre. Du coup, j'hésite. Je verrai bien. Enfin, je vais vous parler d'une lecture que j'ai faite cette semaine, commencée et terminée, qui est celui-ci. Donc, c'est La pathétique histoire de Birdie Bloom. On est aux éditions Seuil et c'est écrit par, c'est Temre Belt. Donc sans doute que c'est pas comme ça que ça se dit, mais voilà, je ne sais pas. C'est un petit livre jeunesse que j'ai reçu cette semaine parce que j'avais fait quelques commandes Vinted et je trouvais la couverture sympathique. C'est un livre jeunesse, hein, ça se voit. Je trouvais que ça pouvait être intéressant au niveau de l'histoire. Ça avait l'air sympathique et il était vraiment pas cher et il est en état impeccable, neuf. Moi, je prends toujours les livres en état neuf. Étant donné que je suis très maniaque à ce sujet. Donc c'est un petit livre jeunesse qui fait 350 pages, un truc comme ça, 340. Je l'ai commencé, je l'ai terminé, donc je vais vous en parler maintenant. Donc on va suivre l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Birdie Bloom. Et la façon de raconter est intéressante parce que c'est un livre, donc c'est ce livre que nous tenons en main qui se fait le conteur de l'histoire. Donc c'est lui qui va raconter l'histoire de Birdie Bloom. Donc ça, c'est assez marrant. Il y a une introduction au début.
Donc voilà, le livre nous dit bonjour. Ensuite, une petite introduction où il va nous expliquer que c'est effectivement lui, que c'est le livre qui va nous partager cette histoire de Birdie. Donc j'ai trouvé l'aspect, en tout cas l'entrée en matière intéressante, la façon de faire sympathique également. C'est un livre jeunesse, hein, donc il faut le savoir avant de se lancer dedans, mais comme moi ça ne me pose pas de problème de lire des livres jeunesse, ça m'a plu. Donc cette petite fille Birdie, elle est une pathétique, c'est-à-dire qu'elle est orpheline et elle se trouve dans un endroit qui s'appelle Salle Quart d'heure. J'ai trouvé ça marrant aussi. Donc, qui est un lieu pour les enfants pathétiques. C'est un lieu vraiment pas agréable du tout pour ces enfants qui sont seuls, qui sont malheureux. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on se trouve à Fabulia, donc c'est un monde, hein, Fabulia. Les orphelins sont condamnés à une triste, triste vie, vraiment très triste. Et cette petite fille, Birdie, elle se sent seule évidemment et elle aimerait vraiment avoir une amie. Le souci, c'est que les règles sont extrêmement strictes. Les orphelins n'ont pas le droit d'échanger entre eux. Donc, ils n'ont pas le droit d'avoir des contacts ni même de parler. Donc, ça veut dire que ces enfants restent seuls tout le temps et ils ont pour interdiction de discuter entre eux. Du coup, c'est assez compliqué de se faire des amis, évidemment. Et un jour, par erreur, Birdie va recevoir une lettre. Elle va recevoir un courrier d'une façon magique évidemment, et ce courrier vient d'une sorcière. Une sorcière donc, qui s'appelle Agnès Edmé Crabouille, qui est une sorcière qui a 80 ans, quelque chose comme ça, qui est une sorcière a priori à la base méchante. On a toutes les caractéristiques de la sorcière, jusque la verrue sur le bout du nez. Donc c'est une personne qui est à la base méchante. Et en fait, cette sorcière a, malgré tout, hein, elle avait envie également d'un petit peu échanger parce que dans le monde des sorcières, les sorcières sont super méchantes entre elles également. Donc elle n'a pas d'amis, enfin elle est un peu partagée parce qu'elle n'a pas envie de se faire des amis, c'est quelque chose qui la rebute. Mais d'un autre côté, elle n'a pas envie non plus de rester toute seule constamment. Et donc c'est pour ça qu'elle a fait la démarche de un peu une bouteille à la mer. C'est quasiment le même genre d'action. Ici c'est un message dans un vent magique. Ce vent magique va amener ce message à cette petite fille Birdie. Et donc, elles vont échanger une correspondance. Voilà, ça c'est pour l'histoire. Donc, j'ai bien aimé franchement cette histoire. C'est peut-être un petit peu lent au début et après le rythme s'accélère, il commence à se passer pas mal de choses. Donc on va voir la relation entre cette petite fille et cette sorcière qui sont deux personnages fondamentalement seuls, sauf que voilà, Birdie a vraiment cet espoir de se faire des amis. C'était sympa, on va avoir aussi des histoires de dragons magiques, donc on peut le voir ici sur la couverture, hein, le dragon bleu. Et voilà, il y a des choix de valeurs qui sont exprimés, qui passent. Donc on a évidemment de nouveau tout ce qui est l'amitié, le courage, les thématiques un petit peu bateau qu'on peut retrouver dans ce genre de livre jeunesse. Mais bon, moi j'ai passé un agréable moment en compagnie de Birdie et de la sorcière. C'est une lecture qui est assez agréable. Voilà, nous y sommes pour mes lectures de la semaine. Ça y est, je vous ai tout montré. Je vais vous parler maintenant de mes lectures en cours et franchement, j'adore mes lectures en cours. Enfin, ce que je lis d'habitude, j'adore, hein. En général, je fais bonne pioche. J'ai le pif pour trouver les lectures que j'apprécie. C'est rare que je sois déçue. Il peut y avoir évidemment des choses que j'aime moins, mais franchement, de là à passer une mauvaise lecture ou abandonner des livres, ben, c'est super rare. Mais ici, j'ai choisi 3 lectures, donc je suis en train de lire, les voici, et franchement, j'adore toutes les 3. Alors, commençons par celui-ci que j'ai commencé hier, qui est Complot de Nicolas Beuglet aux éditions Pocket. Donc j'avais lu le premier en hiver, et me semble-t-il, parce que c'était Le Cri, et sur la couverture,
sur la couverture, c'est un personnage, oh là, c'est un paysage enneigé. Donc je l'avais mis dans ma thématique pâle d'hiver et j'avais adoré. C'était la première fois que je lisais un livre de Nicolas Beuglet, mais j'avais super accroché. J'avais adoré cette lecture, j'étais à fond dedans, ça s'était lu super vite, j'avais vraiment adoré. Et la suite c'est celui-ci, donc la suite dans le sens où on va suivre les mêmes personnages, donc on va également suivre le personnage de l'inspectrice Sarah Göringen et également le personnage masculin qui s'appelle Christopher qu'on retrouve dans le premier tome, Le Cri. Donc ça faisait un petit moment que je me disais, il faut que je poursuive avec Nicolas Beuglet parce qu'en plus j'ai tellement adoré que j'ai acheté je pense quasiment tous les livres de cet auteur. Donc du coup il fallait que je m'y mette vu qu'il y a d'autres livres qui m'attendent. Et voilà, là je me suis dit que c'était le moment, j'avais vraiment envie de me retrouver dans cette ambiance, dans ce style de livre. Et voilà, j'ai lu une centaine de pages hein, seulement hier, donc je l'ai tout doucement commencé, il fait environ 500 pages je pense, mais ça démarre fort de nouveau. Dès que les premières pages sont tournées, il se passe quelque chose. On se retrouve en Norvège. Je vais pas trop vous en raconter étant donné que, enfin c'est pas un tome 2 mais c'est la suite des aventures du personnage qu'on retrouve dans le premier, dans Le Cri, l'inspectrice Sarah Göringen. Donc je vais pas trop vous en parler, mais sinon au niveau de l'enquête, eh bien on va la convoquer de manière extrêmement extrêmement urgente. Il y a des forces de l'ordre qui arrivent avec hélicoptère et tout le tralala. Alors qu'elle est occupée à faire son petit jogging tranquillement, on lui demande de les accompagner. Apparemment, il s'est passé un truc très très grave. Et elle est amenée sur voilà, une falaise, une île déserte. A priori, il y a juste un phare, il y a une maison. Et ce site, c'est un site protégé apparemment parce qu'il y a des oiseaux qui y nichent. C'est leur lieu de vie. Donc cette île est protégée, donc pas de touristes, pas d'arrivée, tout ça. Donc voilà, c'est vraiment très isolé. Et en fait, on va retrouver un corps au bord de la falaise, donc un corps de femme. Et apparemment, cette femme a été torturée. Il y a des symboles mystérieux. Enfin bref, ça commence très fort. Euh, je vous dévoile rien parce que c'est noté ici hein, sur la 4e de couverture, mais on va apprendre que le corps de cette victime de femme retrouvée, c'est le cadavre de la première ministre donc, de Norvège. Voilà, donc ça démarre très fort. On voit bien ici que le meurtre a été fait par un ou des professionnels, c'est extrêmement bien fait. C'est efficace, on perd pas de temps, enfin bref, c'est pas un truc isolé de toute évidence. Donc ici, on se demande un petit peu qui a bien pu commanditer cela, qui a bien pu faire ça, quel est le but, Bref, tout commence, l'enquête va commencer. Et voilà, moi je suis déjà à fond dedans. Je suis super contente de retrouver en fait cet auteur, de retrouver ce style, cette plume, ces histoires. Je pense qu'il va se lire vraiment très vite, même s'il n'est pas super fin, hein, vous pouvez le voir. C'est un poche et il fait 560, presque 570, oui 570 pages, donc c'est pas non plus un petit poche, mais je sais que ça va se lire super vite. Enfin hier j'avais pas beaucoup de temps parce que je devais partir et j'ai déjà lu une centaine de pages, ça se lit vraiment tout seul. Donc il y a celui-ci qui est une de mes lectures en cours. Ensuite, j'ai commencé celui-ci, La Louve Cathare de Mireille Calmel aux éditions XO. J'avais très envie de le lire, ça fait un moment qu'il était dans ma palle. C'est un superbe livre, je l'ai aussi eu via Vinted, en état super magnifique. C'est un livre que j'avais vu passer sur les réseaux, sur YouTube, et qui me faisait envie, étant donné que c'est un roman qu'on peut classer comme étant un roman historique. Moi j'aime bien les romans historiques. Ça me plaît énormément, ça m'a toujours plu, donc ça faisait un petit moment que j'avais pas pu me plonger dans un roman historique et ici ça m'a vraiment bien tenté. Ça faisait un moment que je me disais qu'il fallait que je le lise, mais voilà, j'ai privilégié d'autres choses et ici j'ai senti que c'était le moment, que c'était le bon moment. En plus j'ai vu que le tome 2 était sorti en poche. Donc je pense que ça aussi, ça m'a un petit peu décidé à me lancer dans cette saga. Je ne sais pas s'il y aura seulement 2 tomes ou s'il y a
3, enfin si c'est une trilogie ou plus, il faudrait peut-être que je me renseigne. Mais en tout cas, j'ai commencé, j'ai un petit peu lu également hier. Je suis à la page 86, c'est un grand format, il y a 370 pages, mais ça se lit super vite, c'est ce style, hein, donc c'est super aéré avec des marches, des cadres et tout ça. Des chapitres courts, ça se lit tout seul, ça se lit bien. Pour l'histoire, je vais pas peut-être trop vous en parler, mais au niveau du contexte, on se trouve à Paris dans les années 1200, 1220, quelque chose comme ça. On est juste avant le couronnement du roi Louis au niveau de la France. Enfin, je ne m'y connais pas super bien non plus en royauté française, hein, mais voilà, ce sont des livres qui permettent aussi d'apprendre pas mal de choses, je trouve ça intéressant. Et on va suivre le personnage de Griffonnel, qui est une jeune fille de 16 ans, qui est une voleuse, et sa maman, elle est prostituée, hein. On sent bien qu'elle n'a pas vraiment eu le choix si elle voulait survivre. Elle a fui quelque chose il y a longtemps, donc avec sa fille, avec Griffonnel qui était enfant. Elle a fui quelque chose, elle s'est établie à Paris et pour gagner sa vie, elle n'a pas eu 1 million de possibilités à ce niveau-là. Et en fait, ça démarre très fort parce qu'on va débuter avec justement l'assassinat de cette femme, donc de la maman de Griffonnel, et elle a été assassinée par un personnage de la noblesse de toute évidence, qui est parti en croisade, voilà, qui est un homme noble, un homme qui a une position assez importante et qui la cache pas. Et apparemment, il réclame une carte, une certaine carte, et c'est pour ça qu'il a tué la mère de Griffonnel. Il va aussi se retourner du coup vers Griffonnel pour cette carte. Elle va s'enfuir, étant donné qu'elle n'a aucune idée de quoi il parle. Donc pour l'instant, j'en suis là. Et ça fait 80 pages et il se passe déjà pas mal de choses, je trouve. Donc je suis vraiment très contente de l'avoir démarré. Je vais poursuivre. Ça, de nouveau, ça va se lire vite. En plus, je me connais, si je lis déjà vite d'habitude, et en plus comme je suis vraiment emballée par cette histoire, je sais que ça va se lire encore plus vite. Et enfin, troisième lecture, troisième et dernière lecture en cours, c'est celui-ci, Les 7 ou 8 morts de Stella Fortuna. Donc c'est un livre que j'avais vu tout à fait par hasard. Je trouvais la couverture assez jolie. Et je n'ai même pas lu le résumé, j'ai juste pris à la couverture. Quand j'ai choisi ma lecture, j'ai un petit peu regardé la quatrième de couverture pour voir de quoi ça traitait, et je me suis lancée dans la lecture et franchement j'aime bien. De nouveau, je l'ai commencé il n'y a pas super longtemps et j'ai déjà lu 270 pages sur 500 quelque chose, non, sur 650. Mais donc voilà, ça se lit fluide, hein. Je suis presque à la moitié et j'aime vraiment beaucoup. On va suivre ici le personnage de Stella Fortuna, ce qui veut dire bonne étoile en italien. On se retrouve en Italie et on va suivre en fait la famille Fortuna qui vit dans un petit village en Italie. On se retrouve dans les années 1920, donc à l'époque, les conditions de vie n'étaient pas les mêmes. On va suivre cette famille. Et plus précisément le personnage de Stella qui est une petite fille. Une petite fille, on va voir son évolution. En tout cas, au début de l'histoire, c'est un bébé et puis elle grandit progressivement. Et on constate, on voit qu'elle survit à des accidents qui peuvent lui coûter la vie. Ici, je suis au 5e, je pense que j'ai commencé. J'ai déjà lu 4 chapitres, on va dire, où elle a risqué la mort. Donc c'est comme ça dans le sommaire, hein. Je vous montre juste au niveau du sommaire. Donc on a mort numéro 1, brûlure, mort numéro 2, éviscération, mort numéro 3, coup, etc. etc. jusqu'à la mort numéro 8 qui est reprise ici. Et donc on nous explique la vie de cette petite fille avec sa mère, avec son père, avec ses sœurs, ses frères, qui est une vie extrêmement rude, hein. Les femmes, elles n'ont pas beaucoup de liberté. C'est le mari qui décide de tout. C'est le mari qui aussi n'a pas vraiment d'obligation ou de responsabilité envers sa famille.
Les hivers et tout ça en Italie sont assez rudes. La vie dans ces villages est assez difficile. Il n'y a pas tout le confort. Donc, par exemple, une simple chose, mais quand Stella a ses accidents, il faut aller chercher le médecin, évidemment, qui n'est même pas dans le village. Donc, il faut aller courir en quatrième vitesse dans le village d'à côté parce que voilà, il n'y a pas autant de facilité à cette époque qu'actuellement. Donc, on est bien dans ce contexte, bien dans cette époque. Ça, j'apprécie vraiment beaucoup. Et, et il se passe plein de choses dans cette famille, de cette famille Fortuna. On suit le personnage de Stella, mais on apprend aussi plein de choses sur la vie de sa mère, la vie de sa sœur et des autres enfants qui vont naître, étant donné qu'à cette époque, voilà, les familles étaient assez nombreuses, il y avait pas mal d'enfants, même si on n'avait pas beaucoup d'argent, il y avait pas mal d'enfants dans chaque famille. Et donc il y a cette histoire des 7 ou 8 morts de Stella, donc elle a des accidents qui auraient pu lui causer sa mort. Et on cherche évidemment d'où découlent ces accidents, qu'est-ce qui se passe exactement, parce que c'est du jamais vu, hein, une petite fille qui a autant de malchance, donc on pense que c'est le mauvais œil ou autre chose. Donc il y a toute une thématique autour de ça, voir exactement ce qui provoque ces accidents. Donc je trouve ça super bien amené. Je ne vais pas vous en dire plus à ce sujet, vous pourrez le découvrir si il vous intéresse. Et au niveau de l'histoire, ça évolue étant donné que c'est le moment voilà, où il y a la guerre. Il y a aussi pas mal d'Italiens qui vont émigrer un peu partout et notamment il y a tout ce qu'il y a il y a tous les gens qui vont partir pour les États-Unis. Donc la famille va être amenée aussi à partir pour les États-Unis. Donc il se passe vraiment plein de choses. Moi je trouve ça super chouette, je trouve ça super intéressant. C'est vraiment bien écrit. Franchement, je ressens les choses. Je suis vraiment super attachée au personnage, notamment de Stella, mais également de sa mère. J'aime vraiment bien ces deux personnages. Je trouve que c'est super bien écrit, c'est super bien raconté. Je passe un très bon moment de lecture avec celui-ci également. Ce sont 3 styles différents hein, au niveau de mes lectures, mais franchement, je les aime autant toutes les 3. Je les trouve vraiment très intéressantes. Donc ici, on a vraiment un récit qui tourne autour des femmes d'une famille, principalement de toutes les difficultés qui en découlent. Et c'est vraiment super intéressant. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Voilà, nous y sommes. Voilà en ce qui concerne mes lectures de la semaine, mes lectures en cours. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains livres, me dire ce que vous en avez pensé ou me dire si certains vous font envie. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici. Je vous souhaite un excellent week-end, plein de bonnes choses et je vous dis à la semaine prochaine.